Alors, on a eu l'occasion, Christelle Goujon a débuté cette présentation de l'organisation très territorialisée aussi, des questions de promotion de la santé et de l'importance d'avoir une réponse la plus adaptée en fonction des caractéristiques spécifiques de certains territoires et donc d'imaginer toute une gamme d'interventions et d'intervenants sur le volet finalement de méthodologie en capacité de vous accompagner, de vous appuyer dans la construction de votre projet de santé, de faire vivre des dynamiques de santé à l'échelle de territoire. Et donc, c'est à la charge de ces professionnels, coordonnateurs d'ateliers santé-ville, coordonnateurs de réseaux territoriaux de promotion de la santé, de conseillers méthodologiques de territoire ou encore de coordonnateurs de contrats locaux de santé sur la partie prévention-promotion de la santé de ces contrats locaux de santé. On a à votre, en tout cas, il existe tout un réseau de professionnels qui couvre l'ensemble du territoire, ce qui veut dire que peu importe où vous vous situez sur le territoire normand, vous avez aujourd'hui à votre disposition l'un ou l'autre de ces professionnels. Parfois même, vous avez la chance de bénéficier de deux de ces professionnels sur vos territoires, avec des missions qui devront être communes et puis des missions qui vont être plus spécifiques en fonction du dispositif, et qui vous permettent en tout cas d'apporter une réponse qui va être graduée, adaptée en fonction des besoins du territoire et de ses caractéristiques. Les ateliers santé-ville, vous en avez 7 à l'échelle Séno-Marin, qui interviennent à l'échelle des quartiers prioritaires pour faire vivre ces dynamiques de promotion de la santé et d'accès aux soins. Donc, de pouvoir travailler sur toutes ces dimensions qu'on a un peu évoquées aujourd'hui, de littératie en santé, de médiation, d'interprétariat, de pouvoir faciliter cet accès aux soins et à la santé des individus qui en sont les plus éloignés, et avec peut-être cette spécificité de le travailler le plus en lien possible avec les habitants eux-mêmes, en partant du principe que ce sont les habitants qui sont les plus à même de parler de leurs problématiques de santé, de s'exprimer sur ces problématiques, et peut-être de les accompagner à trouver les solutions qui vont être les plus adaptées. On parlait du concept d'empowerment, de santé communautaire ce matin. Il est vraiment question de ça dans les ateliers santé-ville, de pouvoir voir comment on peut renforcer le pouvoir d'agir des populations des quartiers prioritaires. Vous avez à votre disposition des réseaux territoriaux de promotion de la santé, plutôt à l'échelle de communautés d'agglomération ou de communautés de communes, et qui vont faire vivre aussi ces dynamiques de promotion de la santé et chercher à agir sur les déterminants de la santé. Ils peuvent vous être utiles pour pouvoir analyser une situation de santé telle qu'on l'a fait tout à l'heure sur la question de la santé mentale. Identifier tous les déterminants qui peuvent agir sur ces situations, ces problématiques de santé sur lesquelles vous cherchez à agir, et voir avec vous quelles sont les actions qui peuvent être développées pour agir sur chacun de ces déterminants, ou les partenariats qu'il serait bon d'engager pour pouvoir vous associer à ceux qui agissent sur les autres déterminants qui ont un impact sur les situations. Vous avez aussi à votre disposition deux conseillers méthodologiques de territoire qui vont intervenir sur les territoires qui ont à plus faible besoin, c'est-à-dire des territoires qui présentent des caractéristiques à la fois sociales et de santé un peu moins négatives, un peu moins en difficulté que sur d'autres territoires, mais qui ont cette mission d'accompagner en proximité les acteurs de ces territoires-là dans la construction de leurs projets, des projets, là encore, de promotion de la santé, des projets qui cherchent à agir sur les différents déterminants de santé. Et puis, vous avez aussi les contrats locaux de santé, qui peuvent être dans des zones rurales isolées ou dans des zones urbaines plus en difficulté, qui va chercher à agir aussi sur cette question de la promotion de la santé, même si on verra dans les contrats locaux de santé qu'ils explorent aussi d'autres dimensions, comme les politiques de soins ou les politiques plus médico-sociales. Peut-être un tableau pour résumer un petit peu sur ces trois typologies de dispositifs, ateliers santé-ville, réseaux territoriaux de promotion de la santé et conseillers méthodologiques de territoire, les différentes missions qu'ils partagent et comment ils les exercent sur le territoire. Les ateliers santé-ville et réseaux territoriaux de promotion de la santé s'appuient sur un diagnostic qu'ils réalisent sur leur territoire, un diagnostic qui va explorer le champ de la prévention, de l'accès aux soins, de la promotion de la santé, qui va aller explorer les déterminants de santé qui sont aussi à l'œuvre sur ces situations de santé pour chercher à élaborer un programme d'action pour le mettre ensuite en œuvre, le suivre et l'évaluer. Un programme d'action qui, dans le cadre des ateliers santé-ville, va valoriser l'implication des habitants et s'articuler avec les autres volets de la politique de la ville. Et puis un programme d'action qui, dans le cadre des réseaux territoriaux de promotion de la santé, va chercher à s'articuler avec les autres politiques publiques du territoire.
Et puis, tous les trois ont en commun de pouvoir accompagner sur le plan méthodologique les porteurs de projets, c'est-à-dire vous, de pouvoir vous accompagner à toutes les phases de construction d'un projet. On va revenir un petit peu sur ces éléments-là tout à l'heure. Et ces professionnels étant compétents dans le champ de la promotion de la santé et garants de la qualité des actions qui vont pouvoir être menées. Donc, en capacité de vous donner accès aussi à ce que l'on sait aujourd'hui dans le champ de la prévention, promotion de la santé, d'efficace, à toutes les stratégies pertinentes à mettre en œuvre pour pouvoir agir efficacement sur la santé des individus et toute cette méthode de construction des projets qui va être garant aussi de la qualité de ces derniers. Et puis, une dernière mission qu'ils partagent tous les trois, celle de renforcer les compétences des acteurs. Et ça va passer par la formation, la montée en compétences des acteurs des territoires par la formation, la mise à disposition de ressources documentaires ou d'outils d'intervention, que ça vienne aussi étayer vos actions et soutenir vos actions, et puis la mise en réseau des acteurs. On va vous proposer d'illustrer ces deux dernières missions accompagnées sur le plan méthodologique, les porteurs de projets et renforcer les compétences des acteurs à travers des actions très concrètes. Et je vais laisser la parole à mon collègue Laurent Marie pour qu'il puisse vous expliciter peut-être encore plus que je ne l'ai fait cette première mission d'accompagnement sur le plan méthodologique des porteurs de projets. Du coup, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Laurent Marie, je suis conseiller méthodologique de territoire en Seine-Maritime pour Promotion Santé Normandie. Et donc, pour expliciter mes missions, c'est vrai que ce petit topo va pouvoir l'éclaircir. Du coup, ça va partir de la construction du projet, en fait, où on va réfléchir ensemble sur le diagnostic, peut-être comment, s'il y a déjà un qui a été fait, comment il a été fait, avec quel moyen, quel type de diagnostic a été fait. Et du coup, on va passer vraiment de cette idée de projet que l'on peut avoir en tête à comment l'écrire. Parce que souvent, c'est une passation qui peut ne pas être simple, de comment retranscrire mon idée, comment retranscrire mon projet à l'écrit pour qu'il soit clair et compréhensible de tous. Et donc ça va être une partie des missions. Ça va beaucoup passer par les rencontres et justement la réflexion de la construction du projet et en prenant étape par étape. Du coup, c'est la méthodologie, c'est souvent ça, c'est étape par étape et on y va piano piano, doucement, doucement. On va passer aussi par la valorisation de ce qui a été fait, parce que souvent, enfin, en tout cas dans les accompagnements que je rencontre, c'est on fait beaucoup de choses qu'on ne valorise pas forcément. Et du coup, ça fait une des étapes qui est importante, c'est déjà savoir ce qui est fait. Est-ce que c'est des choses qui sont modifiables, améliorables, ou juste aussi justement tout simplement les valoriser parce que ça fait partie intégrante du projet. On va aussi s'appuyer beaucoup sur l'existant, sur ce qui on va voir un peu comment s'intègre le projet dans le paysage local, comment les relations avec les partenaires sont faites, comment le projet peut être intégré dans des dynamiques qui sont existantes sur les territoires et voir un peu les dynamiques partenariales existantes. Elles ne sont pas effectivement partout les mêmes, que l'on soit du côté du Havre, que l'on soit du côté de Taute, de Neufchâtel, de Heultréport ou de Gournay, les dynamiques territoriales ne sont pas forcément les mêmes. Et moi, je vais avoir aussi ce rôle-là, mais comme mes collègues aussi, de mise en réseau un peu de l'existence. Nous, on a une vision très large de ce qui se passe sur le territoire, et du coup, ça permet de la mise en relation et de la mise en réseau pour divers projets, et justement de mettre en relation les partenaires entre eux. Et enfin, du coup, une grosse partie, ça va être aussi la recherche de financement pour soutenir les projets ou, pareil, en termes d'accompagnement méthodo, on va être au fait des différents appels à projets qui existent. Pour ma part, ça va être beaucoup ceux de l'ARS, mais ça peut être aussi les appels à projets, alors ça a changé de nom, de la SDJES, ou du coup, voilà, ou l'assurance maladie, ou voilà, tous ces appels à projets qui sont existants sur le territoire et qui, du coup, on peut aider et accompagner dans la méthodologie. Et du coup, sur une étape aussi dont je n'ai pas parlé, mais c'est vrai que l'évaluation, on va être aussi présent pour l'évaluation. Après la mise en place des objectifs, etc., on va beaucoup travailler sur l'évaluation à travers les trois strates de l'évaluation pour évaluer la pertinence du projet, la cohérence du projet
et tout cela qui vont permettre d'évaluer les objectifs et non pas seulement peut-être des objectifs pour voir vraiment si on arrive à répondre à cette problématique de santé à laquelle on veut agir sur le territoire. Et du coup, qui peut bénéficier de ces accompagnements? Absolument tous les acteurs qui existent de tous les champs d'intervention, que ce soit du santé, du social, de l'insertion, de l'éducation. Tout le monde peut bénéficier de ces accompagnements du moment qu'on a une idée de projet et après on va aider à avoir l'accompagnement méthodo, il est là pour ça aussi, c'est avoir une prise de recul sur le projet, avoir quelqu'un d'extérieur qui va questionner pour le projet, qui va permettre d'avoir une prise de recul, une remise en question et du coup de faire évoluer le projet aussi. Et que ce soit donc les acteurs de tous les champs d'intervention, les professionnels, que ce soit des bénévoles, des élus, des collectifs d'habitants, enfin, tout le monde. Pour ma part, j'accompagne des associations où il y a beaucoup de bénévoles et peu de salariés, mais qui ont un projet aussi, comme je peux accompagner des CCI pour l'éducation nationale, comme on peut accompagner des grosses structures comme des centres sociaux où il y a une majorité d'élus, de salariés également, avec des élus des conseils. Tout type aussi, donc, que ce soit des acteurs qui souhaitent agir directement ou indirectement sur la santé. Ça peut être n'importe quel type vraiment d'acteurs. Donc ça va aussi avec le point d'après, qui ont une idée, une envie, comme ceux disposant d'un projet abouti. C'est là, on peut avoir une idée. Enfin, je reprenais pendant les 1000 premiers jours, par exemple, sur la petite enfance, une assistante maternelle qui était en individuel, qui se questionnait sur elle, comment elle pouvait justement aussi, comment elle aussi, dans son activité, dans ce qu'elle peut faire, elle pouvait être actrice autour des 1000 premiers jours. Et du coup, elle se questionnait beaucoup par rapport à ça. Donc là, voilà le petit questionnaire que vous pouvez répondre. Comme tout à l'heure, on vous laisse compléter voilà. Le sondage pour voir si peut-être vous avez déjà rencontré votre coordonnateur d'atelier santé-ville, votre coordonnateur de réseau territorial de promotion de la santé, Laurent ici même ou Adi Diata sur le conseil méthodologique de territoire, ou encore un coordonnateur de contrat local de santé sur le volet prévention, promotion de la santé. Je partage les premiers résultats. Finalement, on est presque à 50-50 entre le fait d'avoir déjà sollicité ces professionnels pour être accompagnés ou pas encore, peut-être. Alors, on espère que cette présentation vous donnera l'occasion à la fois de repérer l'interlocuteur de votre territoire et on vous mettra l'accès vers les coordonnées plus précises sur la page dédiée au rendez-vous de la santé. Et peut-être vous donner envie de les solliciter pour vous accompagner dans la construction de votre projet. Et du coup, je vais passer la main à Charlène de Loménie pour un exemple très concret un exemple d'accompagnement collectif d'acteurs autour de l'alimentation. Merci Laurent. Bonjour à tous et à toutes. Donc Charlène Deloménie, coordinatrice atelier santé-ville sur le territoire elbeuvien, donc qui comprend les QPV d'Elbeuf et des Feugrets sur Cléon et Saint-Aubin. Du coup, un exemple très concret, puisque je suis en plein dedans en ce moment. En fait, depuis 1 ou 2 ans, je travaille avec une diététicienne, notamment sur différentes actions et projets. Et le constat a été fait qu'on a une population sur le territoire elbeuvien qui est intéressée, demandeur et qui aurait besoin de travailler sur l'alimentation, mais pour plusieurs freins qui ne se l'autorisent pas ou qui ne peut pas se l'autoriser. Donc, du coup, cet hiver, j'ai lancé un questionnaire numérique auprès des structures pour questionner la pratique, pour le coup, des professionnels donc dans les structures de la petite enfance, les crèches, les haltes-garderies, sur la MJC, les centres sociaux. Ça va être tout type de structure, un BIGE, tous ceux qui potentiellement accueillent un public à l'année, en leur demandant si plusieurs éléments sur l'alimentation de leur public et leurs pratiques. À la suite de ça, il y a une 50aine de retours qui se sont faits sur ce questionnaire-là. Ça m'a permis de lancer une dynamique de travail avec une réunion pour faire les retours de questionnaire.
pour leur présenter. Et du coup, c'est comme ça que ça a constitué un groupe de travail à partir de janvier. Donc des fois, le diagnostic ou le questionnaire, même si c'est plus là une enquête de terrain qu'un diagnostic, permet aussi des fois de lancer une dynamique de travail entre les acteurs, parce qu'il y en a qui viennent au moins voir à quoi ressemblent les résultats de ce questionnaire-là. Et derrière, plus si affinité, là, c'est ce qui s'est produit. Plusieurs ont des envies et besoins de travailler sur l'alimentation de leur public, mais ne savent pas toujours par où commencer. Forcément, hein, moi j'ai une vision plutôt panoramique de tout ce qui peut se faire sur un territoire, mais quand on est au sein de cette structure, on peut vite se sentir seul, ce que je comprends tout à fait dans sa pratique. Du coup, à la suite de ce groupe qui s'est constitué, on a commencé à réfléchir en se disant quels étaient les freins et les leviers potentiels pour accéder à une alimentation plus équilibrée, quel que soit l'âge, quel que soit le territoire d'intervention, pour une population. Du coup, ça nous a énuméré un certain nombre de listes, enfin d'idées en tout cas, qui pouvaient se faire à différentes échelles. On ne s'est pas limité dans le champ des possibles, sinon ce serait trop frustrant dès le départ. Et du coup, au fur et à mesure, c'est plutôt à moi ensuite derrière dans les coulisses qui organise les différentes strates d'intervention d'une action. Et il s'est trouvé, là pour le coup, ça a été un timing plutôt intéressant, qu'il y a eu l'appel à projet du département sur l'aide alimentaire récemment. Et du coup, qui proposait un soutien financier notamment pour travailler sur l'aide alimentaire et sur un maillage territorial de cette organisation d'aide alimentaire. Nous, c'était parfait parce qu'on a repéré 2 strates de projet, une qui est plus locale, c'est-à-dire proximité, en disant on pourrait faire un parcours par structure qui voudrait s'impliquer dans ce projet de formation des équipes, une permanence avec des pros de santé, des diététiciens, des diététiciennes pour les publics qui le voudraient, des ateliers cuisine, des sorties auprès des sorties publiques auprès de fermes pédagogiques ou de champs d'exploitation agricole de proximité. Donc, on a tout un parcours qu'on a constitué comme ça avec les structures qui ferait 2-3 mois à chaque fois par structure, 2-3 mois d'action. Et puis, une organisation un peu plus large sur le territoire en travaillant avec les commerçants, en travaillant avec les aides facultatives des CCS, en travaillant avec tous les territoires, les productions agricoles locales et les structures de type d'aide alimentaire, de type secours populaire, les restos du cœur ou autres, pour se dire comment on pourrait s'organiser sur notre territoire en coordination les uns les autres, en mutualisation parfois. Aujourd'hui, on a des structures d'aide alimentaire qui ne travaillent pas ensemble. Alors, c'est du détail, mais par exemple, il y en a qui peuvent manquer d'huile à un moment donné, les autres en ont et ça ne communique pas, ça ne s'échange pas. Voilà, donc on a une échelle dans le projet plus de proximité dans les structures auprès du public et une échelle plus territoriale sur comment on s'organise au niveau alimentaire sur plusieurs communes avec différents acteurs. Voilà, et moi, je suis là pour pour, pour faire plein de trucs. Mais c'est des allers-retours entre l'individuel, le collectif. Voilà, moi, j'ai des temps de réunion que j'organise, que j'anime pour pouvoir continuer de réfléchir sur ce projet-là, parce que ce n'est pas parce qu'on répond à un appel à projet que c'est terminé, bien au contraire. Souvent, ça continue de propulser et puis il faut continuer de s'organiser. Même si l'appel à projet n'est pas positif, je pars du principe que ça ne doit pas freiner en soi un projet. Voilà, et puis entre chaque réunion ou chaque regroupement, c'est du rendez-vous individuel avec des structures, c'est du téléphone, c'est de l'accompagnement, c'est continuer à réfléchir sur l'organisation de tout ça. Donc, pour qu'à un moment donné, le groupe soit suffisamment autonome et que j'espère il n'ait plus besoin de moi. C'est un peu mon objectif professionnel à chaque fois, c'est que les structures, en général, n'aient plus besoin de moi. Non pas que je ne veuille pas travailler, mais c'est le principe pour moi d'une bonne coordination, mais ça met du temps. Voilà, donc c'était un peu pour vous montrer comment concrètement ça peut s'organiser là, en tout cas sur le territoire elbevien. Je ne sais pas si j'ai répondu à…
Donc ça, c'est les autres missions. Laurent, je te laisse reprendre. Oui, je reprends la main là-dessus. Du coup, les missions pour renforcer les compétences des acteurs, donc c'est des missions qui sont du coup sur les différentes strates que vous avez pu voir, qu'on le soit coordinateur en atelier, coordinateur et coordinatrice en atelier santé-ville, en réseau territorial de promotion de la santé, ou conseiller méthodologique de territoire. C'est des missions que l'on a. On va être dans la mise en œuvre de formation, donc que ce soit sur un sujet commun, sur des acteurs d'un même territoire, qui vont avoir pour objectif le partage d'expériences, qui vont avoir pour objectif aussi comment on appelle ça, le fait de partager la même connaissance, de l'acculturation autour de différentes thématiques, et qui vont avoir aussi pour objectif à terme de déterminer comment on agit ensemble. Chaque formation peut être adaptable aux besoins de chacun, qui peuvent être sur une ou plusieurs journées. Et du coup, on va ensemble trouver les meilleurs aussi interlocuteurs et formateurs les plus pertinents qui vont pouvoir répondre aux problématiques soulevées. La mise à disposition de ressources documentaires donc, qui existent, mise à disposition, nous avons des outils pour intervenir auprès d'un public, la présentation ou l'appui d'utilisation à l'outil d'intervention, que ce soit sur n'importe quelle thématique, comme la nutrition, comme les compétences psychosociales, comme la vie affective, c'est plus comme ça que ça s'appelle, mais à chaque fois j'oublie, autour de la vie affective et sexuelle, des recherches et nous avons des différentes, donc que ce soit des outils pédagogiques ou des ressources documentaires, il y a des possibilités. Donc je sais que par exemple au sein de Promotion Santé Normandie, on propose des journées découvertes des outils avec nos documentalistes, et à Rouen, il existe le centre de ressources documentaires où il y a beaucoup d'outils pédagogiques qui sont à disposition. Et enfin, donc, la mise en réseau des acteurs, que ce soit dans la transmission, la communication sur les actualités santé du territoire. C'est ce que je disais aussi en amont lors de la présentation en accompagnement méthodologique. Cette mise en réseau des acteurs permet d'aider et d'accompagner vraiment les porteurs de projets à faciliter, en tout cas, faciliter pour les différentes thématiques qui existent sur le terrain, les différentes thématiques, les acteurs intervenant dans les différents champs, qu'ils puissent être au courant. Et pour les actualités santé, ça permet aussi de rester au courant de ce qui se fait sur le département. Les temps de rencontre qui sont aussi entre acteurs sur un sujet de santé, et la mise en lien des acteurs et des orientations vers les interlocuteurs pertinents. C'est ce que je disais aussi un peu en amont. Il y a des interlocuteurs qui sont plus spécialistes dans telle ou telle thématique et du coup qui agissent sur le territoire donné. C'est pareil, connaître tous les acteurs qui agissent sur le territoire, soit havrais, soit du pays de Caux, soit du pays de Brest, ce ne sont pas forcément les mêmes. Et du coup, ça permet d'avoir toute cette mise en lien et relation. Du coup, hop, j'avais passé déjà. Et donc, encore une fois, je vais laisser la parole à Charlène, qui va vous expliciter du coup un exemple concret autour de la mise à disposition d'outils d'intervention. Oui, donc un de mes outils, moi, qui est assez important sur Elbeuf, enfin sur le territoire, c'est le point relais documentaire qui fait à peu près, c'est une pièce de 40 mètres carrés qui regroupe différents outils sur différentes thématiques. Donc, ça va être sur les émotions, ça peut être sur la vie affective et sexuelle, l'hygiène, les écrans, le harcèlement, l'environnement même, le bucco-dentaire, l'hygiène, oui, en général, comme j'ai dit. Du coup, toute thématique potentielle, on va dire, où moi, j'ai des sollicitations sur le territoire. Au niveau santé, je sais que je me sers des retours ou des sollicitations des pros, des partenaires pour continuer d'agrandir mon point relais documentaire tous les ans. J'ai la chance, moi, d'avoir un médiateur santé, Josie Yanza, qui travaille avec moi depuis quelques mois. Du coup, il m'aide aussi activement à dynamiser ce point relais documentaire parce que l'idée, c'est qu'on puisse être disponible rapidement pour pouvoir mettre à disposition ces outils. C'est des emprunts gratuits tout au long de l'année.
Et du coup, on a plusieurs formules. On peut soit les mettre à disposition, donc les acteurs viennent les emprunter, mais on les anime aussi des fois, soit au sein des équipes, parce qu'on se rend compte en faisant sortir les outils, c'est plus favorable aussi au sein d'une équipe de montrer l'intérêt de ces outils-là. On insiste aussi sur la nécessité d'y jouer, enfin, de les utiliser pour comprendre leur intérêt. Faire qu'une démonstration, généralement, tant qu'on n'est pas touché par la pertinence de l'outil, on ne comprend pas son intérêt à 100%. Du coup, on fait des animations au sein des équipes, des structures, mais on fait aussi des journées découvertes d'outils par thématique. Du coup, ça peut être, cette année, on est sur la vie affective et sexuelle auprès des structures accueillant un public porteur de handicap. Et on va être sur aussi les écrans et les compétences psychosociales là, en novembre. Voilà, donc ça, c'est un moyen très fort et très rapide, ces outils-là, d'agir et d'aider les structures qui travaillent sur des thématiques santé auprès de leur public tout au long de l'année. Voilà. Quelqu'un explique cette carte ou... Vous voyez là, la cartographie, c'est la fin. Vous voyez là la cartographie de tous les points relais documentaires ou en tout cas espaces à votre disposition pour pouvoir bénéficier de cette possibilité d'utiliser et d'emprunter des outils d'accompagnement, des outils d'intervention, pardon, et de pouvoir être accompagné dans le choix de l'outil et dans la réflexion, la construction de vos interventions, de vos animations auprès d'un public. Donc, vous voyez en tout cas l'intérêt pour nous de cette cartographie, c'est de vous montrer aussi qu'on met en place un maillage qui permet de se dire que, oui, qu'on soit au Havre, à Dieppe, à Rouen, à Fécamp, on a à notre disposition, peut-être en proximité, ces outils d'intervention, ces espaces, ces points relais documentaires ou centres de ressources documentaires et pédagogiques qui peuvent vous accompagner dans la construction de vos animations jusque auprès des outils d'intervention. On termine aussi la présentation avec un engagement de la métropole Rouen-Normandie sur cette thématique de santé, donc de pouvoir voir aussi comment une collectivité peut s'emparer des questions de santé et construire sa propre stratégie aussi en matière de santé avec les partenaires et les institutions de son territoire. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Cousineau. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle François-Xavier Cousineau, je suis chef du projet santé de la métropole Rouen-Normandie. Je vous présente assez rapidement la stratégie en fait, que nous avons votée le 27 septembre 2021 et je vais essayer de l'illustrer par des exemples pour que ce soit le plus parlant possible. Donc, très rapidement, puisque ça a été évoqué précédemment, le contexte sanitaire il est défavorable pour plusieurs raisons, tant d'un point de vue de l'accès à l'offre de soins que d'un point de vue de l'espérance de vie. On a reçu une étude la semaine dernière et une phrase a attiré notre attention et je voulais vous la partager avec vous aujourd'hui. C'est un homme qui vit dans un QPV de la métropole, vit entre 4 et 6 ans de moins que partout ailleurs en France. C'est une phrase un petit peu choc qui nous a un petit peu étonnés, mais pour vous illustrer que le contexte il est préoccupant, voire inquiétant, et c'est la raison pour laquelle le président de la métropole a souhaité que nous nous engagions sur une feuille de route santé sur les 4 prochaines années à venir. Avec une commande spécifique, cette politique santé doit être intégrative et doit inclure donc les autres politiques que la métropole porte par ailleurs. Donc, on a voté une stratégie santé le 27 septembre 2021 autour de 3 axes. Le premier axe, il porte sur l'accès à l'offre de soins. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque la diapo suivante va servir de rapide bilan de ce qu'on peut y mettre dans l'accès à l'offre de soins, de ce que la métropole a fait en 2021. Le second axe, il porte sur l'attractivité du territoire. Pour vous donner quelques exemples, et cela ne vous a pas échappé, hein, le territoire métropolitain est une terre d'accueil pour les jeunes professionnels de santé qui viennent se former chez nous. Donc l'idée, c'est de les maintenir sur notre territoire et idéalement d'en attirer des nouveaux. Donc dans cet axe-là, on peut par exemple développer l'offre de formation. C'est ce que la métropole a fait en finançant des postes de PUPH à hauteur de 500 000 € par an, et ce dès septembre 2022. Et dans cet axe-là, on s'est aussi laissé la possibilité de pouvoir financer du matériel médical structurant ou innovant. Par exemple,
on a très récemment financé un échographe pour le planning familial afin qu'il développe sa prise en charge pour l'IVG médicamenteuse. C'est donc au titre de cet axe 2 qu'on l'a fait. Et enfin, le troisième axe, il porte sur la lutte contre la mortalité évitable. Et tout simplement, on se positionne en tant qu'intercommunalité et on utilise nos compétences en matière de santé-environnement ou encore en matière d'habitat ou de qualité de l'air ou qualité de l'eau pour développer, déployer des dispositifs de prévention et de promotion de la santé. Alors, le rapide bilan sur les genres d'actions qu'une métropole peut réaliser sur l'accès à l'offre de soins, eh bien, nous avons financé 4 maisons de santé en 2021 pour une subvention de 420 000 €. Nous avons également, dans un deuxième temps, participé à la structuration de l'offre de soins pour un montant de 160 000 €. Donc, structurer l'offre de soins, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais c'est tout simplement dire qu'on a financé un réseau de santé et précarité en lien avec l'ARS. On a également financé un réseau de santé sexuelle et on participe à la structuration des professionnels de santé sur notre territoire grâce à l'association qui s'appelle l'APSAR, qui regroupe des médecins de notre territoire. Et enfin, le dernier point, nous avons investi dans le cadre du Ségur à hauteur de 17 millions d'euros. Globalement, ça nous fait un budget de 3 600 000 € par an uniquement sur l'accès à l'offre de soins. À titre de comparaison, sachez qu'en 2019, le budget concernant ces thématiques-là était de 40 000 €, ce qui illustre bien la prise de conscience de nos politiques sur le contexte qui est, encore une fois, assez inquiétant. La diapo suivante évoque les différentes modalités d'accompagnement. Qui peut solliciter la métropole ou dit autrement, avec qui la métropole travaille-t-elle? Elle travaille tout d'abord avec les communes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une intercommunalité, donc notre porte d'entrée principale, ce sont les 71 communes de notre territoire. Nous travaillons également avec des professionnels de santé qui sont porteurs d'un projet. Par exemple, je n'ai pas précisé quel projet c'était, parce que justement, on veut que ça soit le plus large possible. Par exemple, on peut travailler avec une commune qui a un projet de maison de santé. On peut travailler avec des médecins généralistes qui, eux aussi, ont un projet de maison de santé. On peut travailler avec un médecin qui souhaite développer un centre d'IVG médicamenteuse sur notre territoire. Vous voyez, le champ des possibles est assez large et c'est volontaire puisque nous souhaitons répondre aux demandes des professionnels de notre territoire. On travaille avec des réseaux de professionnels comme le réseau santé précarité ou le réseau santé sexuelle. Et enfin, on travaille aussi avec l'ARS. Je m'arrête quelques instants dessus. C'est un partenaire qui est extrêmement important parce que ce sont les seuls qui ont la véritable compétence pour investir, schématiser, planifier l'offre de soins. Donc, bien sûr, tous les financements qu'on a évoqués précédemment sont réalisés en lien avec l'ARS. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de modalités d'accompagnement? Nous pouvons faire un financement annuel ou pluriannuel. On fait en général du pluriannuel sur de l'investissement. On peut aussi financer des dépenses de fonctionnement. C'est une enveloppe qu'on a créée pour répondre rapidement à des besoins, mais c'est assez ponctuel pour le coup. On peut également mettre à disposition des locaux. Ça peut paraître anecdotique, mais les professionnels de santé qui ont un projet ont le plus grand mal à se réunir sur notre territoire dans des salles de réunion qui sont ouvertes tard le soir, avec des places de parking, avec du matériel Wi-Fi, etc. Donc, la métropole, en tout cas, se saisit de ce problème-là et propose ses locaux. Et enfin, nous apportons un soutien méthodologique. C'est plutôt un soutien financier à la méthode, mais on peut aussi le faire nous-mêmes. Et je voulais insister là-dessus, un soutien politique, parce qu'on finance, on soutient méthodologiquement, mais on peut aussi porter à connaissance et utiliser le réseau de la métropole pour faire la publicité, la communication sur des projets qui nous intéressent en tout cas. Je vais terminer avec le cadre de notre intervention, parce qu'un porteur de projet peut nous solliciter et nous, on va réfléchir avec la cohérence avec notre stratégie santé et nos 40 objectifs. Donc, le champ des possibles est large, mais on s'appuie quand même sur notre stratégie santé. Et nous recherchons systématiquement la possibilité d'un cofinancement avec l'ARS, l'ADET ou d'autres partenaires, parce que nous souhaitons la métropole souhaite s'engager en complémentarité avec ce qui se fait par ailleurs et on souhaite s'engager bien sûr avec les autres institutions pour aller dans le même sens. C'est la raison pour laquelle nous recherchons un cofinancement quasiment systématiquement. Voilà, assez rapidement. Oui, je voulais terminer avec quelques projets qu'on peut mettre en place. Donc, au premier semestre 2022, nous allons mettre en place des distributeurs de produits hygiéniques. Nous sommes en train de faire une étude en tout cas pour le faire.
Nous organisons avec le réseau Santé Précarité une journée de sensibilisation qui aura lieu le 17 mai. Un save the date va pas tarder à être envoyé. Et enfin, 3 communes nous ont sollicité au premier trimestre 2022 pour porter 3 projets de maisons de santé. Voilà, merci pour votre attention. Merci pour ces présentations qui vous donnent à voir la richesse et les opportunités à votre disposition aussi pour travailler dans ce registre de la santé et être accompagné, soutenu dans la construction de vos projets.